Et voilà, c'était Rwanda, la poursuite des génocidaires, un film absolument indispensable réalisé par Thomas Riby. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, on a une chance incroyable. On a deux invités exceptionnels, les deux personnages principaux de votre film, Dafroza Gauthier et Alain Gauthier. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté de participer à Z, la zone d'éducation documentaire. Vous allez dans quelques instants pouvoir répondre aux questions des élèves Jean Villard de Meaux. Salut les élèves! Alors je sais que vous avez préparé plein de questions. Ce documentaire, vous l'avez regardé plusieurs fois, vous l'avez décortiqué. Juste avant de poser toutes vos questions, je voulais d'abord savoir si parmi vous, des élèves connaissaient l'histoire du Rwanda. Non. Personne. Personne. Personne parmi vous n'avait entendu parler de l'histoire du Rwanda? Non. Heureusement qu'on a regardé ce documentaire et qu'on a parlé du livre Petit pays de Gaël Faye pour pouvoir se découvrir en fait l'histoire du Rwanda et du génocide qui a été commis. Est-ce que parmi vous, il y a des élèves qui ont été touchés par ce documentaire? Oui, je vous vois tous réagir. Dis-moi, Kathleen. Je pense que c'est les images. Parce qu'en général, quand on regarde un documentaire, on ne voit pas forcément les images vraiment du massacre. Et vraiment de les voir dans ce documentaire, vraiment, ça a été très touchant. De voir les archives? Oui, de voir les archives. C'est ça. Ouais. C'était très près, finalement. C'est il n'y a pas si longtemps. Ouais. Quelqu'un veut me raconter peut-être la séquence qui l'a marqué, ému? Thomas, dis-moi. Dans la prison, avec les détenus et donc les génocidaires, ça m'a... Enfin, de voir comment ils pouvaient mentir et un peu se sortir de cette situation, ça m'a vraiment touché. Ouais, de pas se confronter à la vérité, quoi. Ouais. De se cacher de la réalité et de se sortir du génocide. Ah, c'est ce moment-là qui t'a marqué. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre à la place de ces gens? Ou c'est trop loin, ou c'est trop compliqué pour vous? Je te vois réagir. T'as pas réussi, toi, à te mettre à leur place? Ou au contraire, dis-moi, j'ai pas... Non, j'arrivais pas parce que je trouvais ça trop compliqué de vivre ça. Enfin, parce que vivre un génocide, puis s'en aller de son pays où on est originaire, moi je trouve ça trop compliqué. Je vous propose de passer à vos questions, parce que vous en avez plein. Et on va commencer par Thomas. A-t-il été difficile d'aller parler du génocide au Rwanda? Alors, pour moi, non, ça n'a pas été difficile parce que j'avais la chance de suivre Alain et Dafroza, qui sont mes chers voisins sur ma gauche. Parce que, en fait, la manière dont le film a été tourné, c'est qu'en fait, moi et Stéphane Jobert, l'autre réalisateur, on les a suivis. Donc, on a essayé plutôt de se faire discret et de laisser, enfin, d'une manière générale, j'essaie d'être discret. Je ne suis pas très discret d'une manière générale, mais j'ai essayé d'être discret. Enfin, en tout cas, dans les échanges avec les rescapés, l'idée, c'était de laisser Alain et Dafroza leur parler. Et puisque ils ont réussi à fabriquer une grande confiance avec les rescapés, et que je crois que ces rescapés qui témoignent dans le film avaient conscience de l'objectif, c'est-à-dire que ça avait un sens en termes de justice. L'objectif, là, dans ce film, c'était que ce monsieur Bigouma soit jugé. Et ben, ils avaient décidé de parler, et ils faisaient confiance à Alain et Dafroza. Donc moi, je me suis caché derrière Alain et Dafroza, et ce qui a permis de ne pas avoir à les interroger directement, parce qu'évidemment, c'est des gens qui sont... mais ça, c'est vous qui le direz mieux que moi. C'est souvent des gens qui sont très fragiles, pour qui c'est pas facile de parler. Ça réveille des traumatismes, ça réveille des cauchemars. Donc il ne faut interroger que ceux qui ont décidé de parler. Et quand ils nous parlent, je dis souvent que c'est une chance qu'on a de pouvoir les entendre. C'est un cadeau qu'ils nous font, parce que c'est un grand effort pour un rescapé de raconter ses plus grands cauchemars. En lien avec votre réponse, j'ai une question pour Madame Gauthier. Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes revenue sur votre terre après beaucoup d'années d'absence? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier de vous intéresser à ce sujet si difficile et si douloureux pour votre jeune âge. Parce que en réalité, personne ne peut imaginer un génocide. Personne. Même quand on l'a subi, c'est personne. On ne peut pas l'imaginer. C'est quelque chose de cataclysmique dans une vie, c'est difficile. Maintenant, pour répondre à votre question, en fait, on va souvent au Rwanda. Si vous avez bien regardé, on fait beaucoup d'enquêtes. Il y a énormément de documents, de dossiers sur les bureaux des juges. On a déposé plusieurs plaintes, si bien que pour chaque plainte déposée, on est obligé de retourner au Rwanda sur les lieux du crime.
et de chercher la preuve. Parce que la justice, c'est la preuve. On n'accuse personne sans preuve. Donc voilà, au Rwanda, on y est souvent, 3, 4, 5 fois par an. C'est un aller-retour constant et c'est vrai qu'on y va souvent. Je pense que Rhiab, je me permets, peut-être faisait référence à cette phrase que vous dites dans le documentaire. Je les vois encore quand je les ai laissés. Voilà, je les vois toujours, hein, même quand je passe à cet endroit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais retournée au mois de février, fin février 1994, donc un mois avant le génocide. Donc, je vois encore toute ma famille me faire au revoir, etc. Mais je savais que je n'allais plus les revoir parce que à Kigali, l'ambiance était épouvantable. Il y avait des grenades tous les soirs. On était obligé de quitter la maison ou de se cacher sous les lits, etc. Donc, je sentais que le danger était vraiment imminent et c'est ça. Oui, je les vois encore. On continue avec Joëmi. Au réalisateur, avez-vous été confronté à de fortes émotions personnelles pendant le témoignage filmé? Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas répondre à votre question. C'est parce qu'en fait, je pense que dans ma position, l'idée, c'est justement de ne pas mettre en avant mes émotions. Évidemment que j'ai des émotions et que c'est très touchant de parler avec tous ces gens, mais vraiment, l'important, c'est de mettre en avant l'histoire des gens qu'on va filmer. Voilà, moi quand je veux arrêter, j'arrête. Je ne suis pas attaché à vie à cette histoire-là, comme ceux qui l'ont vécu directement dans leur chair. On continue avec Rhiab. En parlant d'émotions, pour Monsieur Gauthier, est-ce qu'à travers les témoignages que vous avez entendus, est-ce que vous avez eu l'impression de vivre le génocide au Rwanda? Oui, bien évidemment, parce que le génocide a eu lieu en 1994, mais je dirais il continue à s'écrire aujourd'hui. Et à chaque rencontre qu'on fait avec des rescapés, voire avec des tueurs, hein, puisqu'on a besoin aussi des témoignages du tueur, eh bien, on revit encore aujourd'hui toute cette souffrance hein, qui s'est répandue là, pendant 3 mois au Rwanda. On a l'habitude de dire, nous par exemple, ce sont les rescapés qui sont condamnés à cette réclusion criminelle à perpétuité, hein, parce qu'ils revivent chaque jour hein, toutes les émotions, toute la douleur qu'ils ont vécue pendant ces 3 mois. Hein, et cette souffrance qu'on a en eux, on est obligé aussi, nous, de la ressentir. On est un petit peu comme des éponges, hein, puisque il faut bien qu'on capte tout ce qu'ils ressentent hein, pour pouvoir ensuite transmettre leurs témoignages à la justice. Ma question, elle est pour Monsieur Zribi. Ouais. Avez-vous été confronté à des censures ou des pressions pendant le tournage de votre documentaire? Il y a certaines images que moi, en tant que réalisateur, je décide de diffuser. Et puis, il y a certaines images que je décide de ne pas diffuser parce qu'elles sont trop violentes. Par exemple, je pense qu'il y a certaines images qui sont insupportables. Donc, même si certaines images sont très dures dans le film, on a beaucoup édulcoré, par exemple. Même dans les récits, il y a certains récits qu'on ne peut pas diffuser parce que c'est trop lourd, parce qu'une horreur efface l'autre, que le témoignage de l'un est toujours pire que le précédent. Donc, c'est pas de la censure, c'est plus des choix. Mais par contre, de la censure qu'on pourrait imaginer, une sorte de censure politique, qui viendrait de la chaîne ou d'autres gens, ça je l'ai jamais connu, ni sur ce sujet, ni sur aucun sujet d'ailleurs. Le film, le documentaire tourne, vous l'avez compris, autour du procès de Biguma. Comment vous auriez réagi en croisant le regard de Biguma? Si j'étais en train de regarder Biguma, je pense que j'aurais une rage dans moi, ce serait vraiment énorme. Je pense que j'aurais envie, franchement, de lui sauter dessus et de lui mettre des patates, en fait. Hein, franchement. Lui faire vivre ce qu'il a fait vivre à des centaines, des dizaines de milliers de personnes. Quoi, parce que, on vous voit à un moment donné d'Afroza dans le documentaire, vous dites j'arrête de traduire parce que c'est trop dur, cette personne est horrible, je peux même plus traduire. On n'a pas pu, j'imagine, filmer le procès, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas l'intérieur du procès. Comment vous vous êtes retrouvé face à Biguma? Une fois passé le premier jour, ça va. Il faut dire que c'est un monsieur qui n'en vaut vraiment pas la peine. Il n'a aucune expression. Il est absent de son procès. Il nie tout. En première instance, il n'a pas parlé du tout. En revanche, en deuxième instance, il a un peu mieux parlé, mais c'était pour nier. Je ne connais pas, je ne le connais pas, je ne
connais pas cette histoire qu'on raconte, je n'y étais pas. Voilà, c'était vraiment le maître mot. Il prétendait, il avait un alibi, avoir quitté Nyanza le jour avant le début du génocide à cet endroit. Donc lui, il n'y était pas. Voilà, ça fait mal par contre. Enfin, je trouve ça très injuste parce que peu importe la peine qu'il prendra, ça répondra jamais à la douleur qu'il a causée. C'est vrai. Ça, Donc, il faut partir vraiment, si on est dans une démarche de justice, il faut se dire d'emblée que jamais aucune peine ne sera à la hauteur de ce qui a été commis. Ça, c'est le postulat de base. Après, l'essentiel, l'important, c'est quand même cette réparation sous forme de procès. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les victimes d'entendre ce qui s'est passé, même si c'est douloureux, même s'ils revivent vraiment, vraiment ce qu'ils ont vécu, ils sont quand même face à leur bourreau, et ça, c'est vraiment important. J'aurais une question pour le réalisateur. Certains témoins ou victimes du génocide ont-ils déjà refusé de coopérer par peur des conséquences ? D'une manière générale, moi je pars du principe qu'il ne faut pas insister quand un rescapé ne veut pas parler. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on réveille. Ceux qui ont enfoui au fin fond de leur mémoire des souvenirs traumatisants, il faut les laisser tranquilles. Ils font comme ils peuvent pour vivre avec. Et parfois, pour certains, raconter leur histoire, ça peut réveiller des choses terribles, des envies même parfois de mort. C'est vrai. Et donc, il ne faut pas insister. Alain Gauthier, on vous entend dans le documentaire dire « un génocide ne réussit jamais complètement ». Vous pouvez revenir sur cette phrase ? Oui, c'est vrai, parce que le génocide a pour objectif d'exterminer. Alors, c'est vrai que c'est tout ou partie d'une population. Mais dans tous les génocides qui ont été perpétrés dans le monde entier, et c'est le cas du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, il y a toujours des rescapés. Et précisément, je crois que beaucoup de rescapés, après, se disent « mais si je suis rescapé, c'est probablement parce qu'il faut que je raconte mon histoire ». C'est pour ça que c'est aussi important, un procès. C'est important pour la justice qu'on rend aux victimes, mais c'est aussi une façon d'écrire l'histoire et de transmettre la mémoire, parce que c'est aussi très important. On continue avec Gabriel. J'ai une question pour M. Gauthier. Y a-t-il déjà eu des fausses accusations pendant la traque aux génocidaires ? On voit certains témoins cités par la défense qui racontent des histoires complètement farfelues, des mensonges carrément. Et ça, à chaque procès, on est confronté à ces mensonges. Mais comme nous, on connaît bien l'histoire, et comme on connaît bien ces témoins qui viennent et qu'on sait qu'ils ont l'habitude de mentir, voilà, ça fait partie, je dirais, du jeu. Parce qu'un procès d'assises, on a parfois l'impression de se trouver comme au théâtre. Ouais. Il y a des acteurs, et il y en a qui jouent vraiment, qui jouent. Et, voilà, donc oui, le mensonge fait partie d'un procès. Alors, il y en a un qui a le droit de mentir, en particulier, c'est l'accusé. Lui, il ne se prive pas en général. Et il ne se prive pas. J'ai une question pour vous, Monsieur Gauthier. Comment avez-vous géré la lenteur des procédures judiciaires ? Cela vous a-t-il découragé ou au contraire, cela a-t-il renforcé votre détermination ? Ah, la lenteur des procès. C'est vrai qu'il a fallu 20 ans pour que se tienne aux Assises de Paris le premier procès. Le procès d'un militaire en fauteuil roulant qui s'appelait Pascal Sébi-Kangwa. Il faut savoir quand même qu'au pôle crime contre l'humanité, au tribunal de grande instance de Paris, qui a été créé en 2012, eh bien, il y a seulement 3 juges d'instruction qui travaillent. Alors en 2012, ils travaillaient uniquement pratiquement sur des dossiers en relation avec le génocide des Tutsis du Rwanda, mais depuis se sont rajoutés les dossiers de Sierra Leone, de Syrie, etc. Et maintenant l'antiterrorisme. Et c'est toujours les mêmes juges d'instruction qui travaillent. Donc vous voyez, la justice n'avance pas. Alors maintenant, on nous dira que la justice, elle est obligatoirement lente parce que ça s'est produit, ce sont des crimes qui se sont produits à 6500 km de la France. Ça prend du temps pour aller enquêter. Il faut que les juges, lorsque nous on a déposé plainte, les juges doivent partir en commission rogatoire au Rwanda pour aller enquêter à charge et à décharge. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis il y a la langue. Les juges ne connaissent pas
le Kinyarwanda, donc il faut des interprètes, ça prend du temps, etc. Mais malheureusement, c'est le lot de la justice, je dirais en France, mais probablement aussi dans d'autres pays. Est-ce que vous estimez qu'il y a quand même une responsabilité de l'État français là-dedans, de ne pas mettre assez de moyens? C'est évident, c'est évident. Maintenant, si on le dit, on nous répondra que ce n'est pas vrai. Quand on entend le président de la République venir à Kigali dire, par exemple, eh bien, toutes les personnes qui sont en France et qui ont participé au génocide des Tutsis seront poursuivies en justice. Ben, nous, on sait que ce n'est pas vrai. On nous a promis 2 procès par an. 2 procès par an. Cette année, on n'en aura qu'un. Alors moi, ma question, elle est pour M. Sribi. Oui. Je voulais savoir, en tant que réalisateur, pensez-vous que la France a une responsabilité dans ce génocide en n'extradant pas les coupables? La France a reconnu, à travers la voix de Emmanuel Macron, notre président, a reconnu qu'elle avait une responsabilité dans le génocide en lui-même en ayant été complice et proche du régime Hutu qui dirigeait le Rwanda avant et pendant le génocide. Et donc il y a un rapport qui a été remis en 2021, je crois, un rapport d'historiens, des historiens sérieux qui ont pu fouiller pendant plusieurs années dans les archives de l'État, pour le coup, qui ont été ouvertes. Et ce rapport a conclu à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes. Je crois que c'est le terme précis du rapport. Après, sur le fait de ne pas extrader les personnes qui sont accusées d'avoir participé à ce génocide, ce n'est pas exactement la même responsabilité que sur le génocide en lui-même, mais c'est une décision qui est déjà assez rare. Je crois que la France, il y a très peu de pays qui n'extradent pas vers le Rwanda. Je crois que la Belgique non plus n'extrade pas vers le Rwanda, je ne dis pas de bêtises. Et le grand scandale, c'est surtout de ne pas juger les gens. À partir du moment où la France décide de ne pas extrader ces personnes, ok, mais à ce moment-là, il faudrait les juger. Si on met 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans à les juger, donc à ne pas les juger, à laisser ces personnes qui vivent à côté de chez nous, qui sont nos voisins, et qui sont parfois accusés d'avoir tué des milliers de personnes, il y a un problème pour la justice, mais même pour la France. Comment on peut vivre à côté de ces gens sans qu'ils soient jugés? C'est très inquiétant, c'est très scandaleux, c'est très injuste aussi. On continue avec Florenda. Ma question, c'est pour Madame Dafrosa. Est-ce que le rôle de la France dans le génocide vous a posé une question au moment de marier avec un Français? Bon, moi, je dirais le pauvre. À mes cousins, il ne savait pas où il mettait les pieds. Son malheur, c'est qu'il m'a croisé et qu'il a épousé cette histoire. C'est plus malgré lui. Ben, c'est du lourd pour lui, je pense, hein, pour tous ces étrangers qui nous ont épousés. Je crois qu'ils n'ont pas tiré la bonne carte. On s'est mariés bien avant le génocide, ouais. Hein, puisqu'on est mariés depuis 47 ans. Bravo, donc, déjà. Donc c'était bien avant qu'il y ait ce type de problème, même si le génocide était, même à ce moment-là, déjà en préparation. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Il y a juste un truc que je voudrais ajouter, si vous me permettez, c'est que dans le film, il y a un moment, mais tu fais ça souvent, Alain, tu dis notre famille, quand tu parles de la famille, de ta belle famille en fait. Quand il parle de la famille, il dit notre famille a été victime, et je trouve ça assez joli. Et après, en même temps, c'est quand le génocide a eu lieu, vous étiez déjà ensemble depuis 15-20 ans, depuis longtemps. Donc c'est normal que sa belle famille devienne sa famille. Mais vous vous sentez rwandais, Alain? Ah, oui, je me sens rwandais. Je suis rwandais d'ailleurs, de nationalité. Donc voilà. Mais même sans avoir eu la carte d'identité rwandaise, bien évidemment que ça fait 55 ans que je connais le Rwanda. Voilà, et je ne peux que me sentir rwandais, bien sûr. On l'a compris. On continue avec Julien. Pour Monsieur Gauthier, est-ce que vous avez déjà hésité à arrêter la traque aux génocidaires? C'est vrai que ça serait la tentation, mais personnellement, je ne peux pas dire que j'ai eu vraiment, à un moment donné, l'envie d'arrêter. Bon, cette lutte-là, ce combat, ça fait partie de notre existence maintenant. C'est un devoir qu'on s'est donné, c'est une mission qu'on s'est donnée, sans haine ni vengeance, hein, comme on le dit toujours, parce que c'est important. Hein. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des temps un peu de découragement. On a des échecs, tout ça, ça fait partie de la vie. Hein. Mais je crois que c'est important de continuer tant qu'on le pourra. Moi, j'arrête souvent dans ma tête et le lendemain, je recommence. Ouais.
On continue avec Léana. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Zribi. Oui. Est-ce que le tournage de ce documentaire a changé d'une certaine manière votre façon de voir le génocide ? C'est une bonne question. Vos questions sont toutes très bonnes, hein, je précise. Et merci d'ailleurs pour ces questions. Quand je dis ça, c'est une manière de prendre le temps de réfléchir à ma réponse. Vous avez compris ? Non, mais elles sont pertinentes quand même. Non, mais c'est vrai. J'apprends à chaque fois que j'y vais, j'apprends des choses, des détails, mais des détails qui sont importants. Par exemple, dans le documentaire, il y a ce monsieur Sinzi qui est le karatéka qui était un grand résistant, par exemple. Et ben, en suivant les Gauthier dans leurs enquêtes, j'ai réalisé, par exemple, qu'il y avait eu beaucoup d'épisodes de résistance des Tutsis pendant le génocide. Ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. Et ça, pour moi, par exemple, pourquoi, j'en sais rien, ça prend beaucoup d'importance dans mon cerveau. Je trouve ça important de souligner cette histoire-là, qui est assez peu racontée. Ou par exemple, en les suivant également, j'avais appris qu'il y avait eu tout un phénomène de... Pardonnez-moi, c'est un petit peu triste, mais il y a eu des rescapés qui ont décidé de se suicider, par exemple, après le génocide. C'est un schéma qu'on a vu aussi après la Shoah. Et ça m'avait beaucoup touché. Alors vous voyez, c'est des détails, mais ce n'est pas des détails. Donc on apprend toujours à chaque fois. Avez-vous gardé contact avec les victimes et témoins du génocide que l'on suit dans le documentaire Ont-ils vu le film et qu'en ont-ils pensé ? Alors, certains oui, dont Sinzi, le karatéka. On est en contact beaucoup en ce moment d'ailleurs. Et puis j'ai recroisé certains autres au moment des procès en suivant encore Alain et Dafrosa, parce qu'il y a eu le procès en appel de Bigouma. Pendant le film, il a été condamné en première instance à perpétuité, mais depuis il y a eu l'appel. Il a été condamné définitivement à perpétuité d'ailleurs, c'est pas dit dans le documentaire. Donc je les ai recroisés à ce moment-là. Et puis il y a d'autres rescapés que j'ai rencontrés pour d'autres travaux et avec qui je suis en contact aussi, plus ou moins. Et est-ce qu'ils ont vu le documentaire ? Eh bien, je ne pense pas. Je sais que Sinzi l'a vu. Dans votre esprit, quand vous l'avez produit, ce documentaire, vous vous êtes pas dit, évidemment, il faudra le faire pour avoir un retour, pour avoir... Vous ne l'avez pas pensé comme ça ? Non, moi, je ne l'ai pas pensé, mais Dafrosa me l'a dit tout de suite. C'est vrai, tu me l'as dit tout de suite, et c'était évident pour Alain et Dafrosa. Pour moi, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est toute une logistique aussi, et il faut... Bien sûr. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Et comme cette émission, donc, avec le film et nos échanges en ce moment vont aussi être diffusés un peu partout, et notamment sur LCP, et pourquoi pas sur d'autres canaux, notamment sur Internet, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces rescapés, à ces témoins que vous avez vus dans le film, si vous aviez un message à leur faire passer ? Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un grand courage d'en parler, de leur témoignage, etc. Et moi, je suis reconnaissante envers eux de m'avoir fait découvrir ce génocide parce que j'en avais jamais entendu parler. Je pense que je leur dirais de persévérer et d'aller de l'avant. C'est important, je trouve, de quand même garder en mémoire toutes les atrocités qui ont été commises avant, mais de quand même essayer de reconstruire ce qui a été finalement détruit. On continue avec toi, Arwen. Pour vous, Dafrosa Gauthier, entre la création du documentaire et aujourd'hui, y a-t-il eu d'autres génocidaires condamnés ? Oui, bien sûr. Oui, il y a eu 2 condamnations, 2 médecins qui ont été condamnés, respectivement à 24 ans et 27 ans. Mais ils ont tous 2 fait appel, malheureusement, et on a reprocé un appel en septembre pour celui qui a été condamné à 24 ans. Est-ce que vous avez senti pendant le tournage qu'il y avait encore de racisme entre Hutus et Tutsis ? Officiellement, les ethnies Hutus et Tutsis n'existent plus au Rwanda. Une des premières mesures que le nouveau pouvoir a prises après la fin du génocide, c'est d'enlever les mentions ethniques Hutu, Tutsi et Twa, qui est un autre groupe ultra-minoritaire, des cartes d'identité. Par exemple, si vous rencontrez des Rwandais de votre âge aujourd'hui, si vous leur demandez s'ils sont Hutus et Tutsis, vous me corrigez, je pense qu'ils le prendront mal. Nous sommes Rwandais, voilà, tout ça c'est fini. Ensuite, la réalité de ce que j'ai pu percevoir dans certains endroits, c'est que dans certaines familles de rescapés, officiellement, enfin ouvertement, on ne va pas dire du mal de quiconque, mais évidemment qu'il y a toujours une certaine rancœur vis-à-vis des Hutus ou vis-à-vis des Hutus, que quelqu'un qui a perdu toute sa famille, si sa fille ou son fils va épouser un ou une Hutu, ça sera mal vécu dans une famille, par exemple. Mais ça, c'est pas quelque chose, ça ne va pas sortir dans un discours public. Mais en tout cas, il y a un travail de
d'effacement de ces tensions ethniques qui reposaient sur rien au départ, et donc d'essayer de retrouver une unité nationale. C'est le grand travail du Rwanda en ce moment. Ceci étant dit, je ne vous cache pas que l'idéologie génocidaire est toujours présente, même dans les générations vos âges qui n'ont pas connu le génocide. Et voilà. Ce que vous êtes en train de dire, Dafroza, c'est que là, on est à Kigali, on est dans un lycée, et dans une classe comme celle-ci, il y a un sentiment chez les élèves, chez des enfants de 15 à 16 ans, d'appartenance aux Tutsis et aux Hutus. Je pense que c'est plus les témoignages que nous, on a, mais pas spécialement de façon officielle. C'est des témoignages où réellement des enfants ont gobé une certaine idéologie et qu'ils n'en démordent pas. Je pense qu'il y a des familles où les parents, le père, parfois, souvent, est en prison ou a fait de la prison, et ces personnes qui n'ont jamais reconnu les crimes qu'ils ont commis, ils ont quand même inoculé un certain son ressenti d'injustice. C'est comme s'ils ressentaient une injustice parce qu'ils ont été en prison, ils sont en colère parfois, et je pense que leurs enfants le perçoivent et ne le vivent pas bien. Et je pense qu'il va falloir laisser passer plusieurs générations, parce que la génération qui vient juste après le génocide, moi je trouve qu'ils sont très traumatisés, qu'il s'agisse des enfants des victimes ou des enfants des tueurs. Il y a quand même de gros problèmes, de traumas, ce n'est pas les mêmes, mais tout de même, ils vivent sous le même toit, ils sont dans la même classe comme vous. Et avoir cette espèce d'idéologie de mal-être qui rôde, dont on n'arrive pas à s'extraire, c'est difficile. Il y a un effet pour ça, parce donc c'est Vision 2020, c'est ça, si je dis pas de bêtises, de Paul Kagame. Donc il n'y a pas de problème au niveau politique. Oui, c'est ça. Au niveau politique, on ne fait qu'enseigner le bien vivre ensemble. Okay. Politiquement, mais sans creuser et sans aller chercher... Vous savez, c'est difficile. Le Rwanda, c'est 14 millions d'habitants, dont 70% est né après le génocide. Les enfants, c'est énorme. C'est pour vous dire que cette population-là, elle est aussi, pour moi, elle est aussi victime de ce qui s'est passé avant. Évidemment. Et qu'on n'arrive pas à sûrement extraire, à élucider. Il n'y a pas de thérapie de groupe en tant que telle. Je ne sais pas, je suis peut-être pas très optimiste en disant ça, mais je suis peut-être réaliste parce que j'entends des choses et ça me fait mal. Je me dis, on n'a pas avancé. Est-ce que vous, en tant que Rwandaise, est-ce que vous pensez que le Rwanda arrivera à se remettre de ce génocide? Tout doucement, forcément. Déjà, la bonne gouvernance, je trouve, ça aide énormément. On ne s'entretue plus. Les cartes d'identité, il n'y a pas la mention Hutu-Tutsi parce que c'était une condamnation à mort. Quand vous aviez une carte d'identité, vous l'avez compris dans le documentaire. Mais je pense que l'histoire est encore trop récente. Les acteurs sont encore là. La plupart sont sortis des prisons. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Est-ce que c'est parce qu'ils savent que c'est interdit? Est-ce qu'ils pensent bien? Est-ce qu'ils se sont réconciliés avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sont réconciliés avec les voisins? Moi, c'est des questions chaque fois qui me perturbent quand je croise des anciens tueurs. C'est assez perturbant pour nous, enfin ma génération en tout cas. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux jeunes générations? Très grande question. Connaître son histoire, la transmettre, que la jeune génération se saisisse de toutes les opportunités pour construire leur pays de façon positive et propre. Et surtout continuer à transmettre pour que jamais on oublie. Ce qui est important aussi, c'est par rapport à vous. Moi, je trouve formidable que des classes, alors souvent grâce bien sûr à leurs enseignants, mais s'emparent de ce sujet, parce qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité.
hein. Celui-ci s'est produit au Rwanda, mais un génocide, c'est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire contre l'homme et la femme que vous êtes. C'est vous les futurs responsables de la société demain. C'est vous. Vous aurez à prendre des initiatives. Vous devrez oser. Parfois oser dire non à ce qu'on vous propose. Voyez, et quelle que soit à la place où vous serez, on sera pas tous, tout le monde ne sera pas chef d'État. Mais il y a des problèmes, il y a des injustices à régler à votre niveau. Voyez, dans votre classe, dans votre famille, dans votre quartier. Voyez, donc c'est important. L'éducation, c'est très important. Voilà. L'éducation pour se faire son libre arbitre et l'instruction. C'est vraiment, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est tellement important. Moi, j'ai la chance d'avoir été à l'école. Je sais lire et écrire. C'est très important de se faire sa propre opinion des choses. Comme disait Alain, savoir dire non. Vous pouvez dire non quand c'est pas bien. Dis non. Il faut donner un sens à sa vie. C'est ça qui me paraît important. Toutes vos vies ont beaucoup de valeur. Toutes. Qui que vous soyez. On va terminer sur ces mots. Merci infiniment. Merci infiniment à tous les trois. Oui. Merci à vous. Ben non, mais bien sûr. Merci. Merci. Je crois qu'on peut, vous pouvez vous applaudir aussi pour votre travail, votre ouverture d'esprit. On peut remercier aussi votre professeur, Monsieur Foulot, qui vous a si bien préparé. On se retrouve très vite pour un prochain numéro parce qu'il n'y a pas d'âge pour questionner le monde et ses images. Salut les élèves. Au revoir. Attendez. Personne n'aurait pu écrire ça, t'auras pas de nom. Non, mais du coup, il faut que je fais. C'est bon comme ça pour un